Au sommaire de cette édition, l'ONG chrétienne Excellencia a organisé le dimanche 16 juillet 2017 un temps de prière à l'hôtel communal de Cocody. Commémoration du décès de Papa Assémian. En Afrique, Mali, démonstration de force de l'opposition contre le référendum. À l'international, un 14 juillet pour rendre hommage à la relation franco-américaine. Terminons avec un mot de sport Sénégal, un mouvement de foule fait au moins 8 morts dans un stade à Dakar. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel. Débutons ce journal avec l'actualité locale religieuse. La servante de l'Éternel Brigitte Atoubou a organisé une évangélisation dans la ville de Bonois. Cette évangélisation était l'occasion pour la servante de Dieu de distribuer encore une fois des Bibles et des rhapsodies. Bonois, ville située à la périphérie d'Abidjan, a été la cible privilégiée d'une vaste évangélisation menée de main de maître par la servante de l'Éternel, Brigitte Atoubou. Cette évangélisation a été l'occasion pour la servante de Dieu d'offrir une fois de plus des Bibles et de continuer la promotion de la rhapsodie, livrée de prières initiées par le pasteur Chris Oyakilome et destinée à faciliter la compréhension de la Bible. Ce sont donc des personnes de toutes les couches socio-professionnelles qui ont entendu la bonne nouvelle et reçu une rhapsodie. Ce moment, il y a eu la Bible ici, c'est très content. Puis je la Bible aussi, parce que je crois en Dieu. Je crois en Jésus même. Je dis merci beaucoup à mes frères qui m'ont donné la Bible parce que j'avais besoin d'une Bible. Sans la parole, on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, avoir une Bible, en tout cas, c'est une joie pour moi. Jésus-Christ de Nazareth veut faire quelque chose pour toi. Satisfaite de ce merveilleux temps d'évangélisation, Brigitte Atoubou livre ses impressions. Et le but de cette journée d'évangélisation, c'est d'amener les gens à accepter le Seigneur Jésus tout d'abord, à donner leur vie au Seigneur et ensuite nous leur offrons des Bibles et des rhapsodies pour leur méditation quotidienne. Vraiment, nous avons passé un merveilleux moment avec le Seigneur Jésus. Des gens ont accepté Jésus, des gens ont renoncé à leur ancienne vie. Ils sont vraiment de nouvelles créatures. On peut le dire, les habitants de Bonois garderont un beau souvenir de cette journée. L'ONG chrétienne Excellencia a organisé le dimanche 16 juillet 2017 un temps de prière à l'hôtel communal de Cocody à Abidjan. Ce programme d'adoration et d'intercession dénommé Dieu veut faire 2017 a eu pour orateur le pasteur Azaria Nicolas Guédé qui a édifié l'assistance à travers le thème Jésus change l'eau en vin. Chef d'entreprise, jeune cadre ou mère de famille, le corps du Christ a répondu massivement à l'invitation de l'ONG Excellencia à l'occasion de son temps de prière dénommé Dieu veut faire 2017. Dans l'adoration, les participants ont exprimé leur attachement à l'Éternel. Ils ont aussi longuement intercédé pour leur famille, leurs entreprises, leurs affaires, afin de franchir un cap nouveau avec Jésus-Christ. Initié par l'ONG Excellencia, ce programme de prière dénommé Dieu veut faire 2017 est à sa 4e édition. L'organisation chrétienne Excellencia, au dire de son président, entend en faire une plateforme d'expression de l'excellence pour Dieu. Et la raison d'être d'une ONG comme celle-là, Excellencia, c'est pour créer des plateformes d'expression de l'Éternel des armées. C'est pour organiser des rassemblements de frères et de sœurs en Christ, pour qu'ensemble nous puissions célébrer Yahweh. Pour qu'ensemble nous puissions dire à Yahweh qu'il est notre vie, qu'il est notre Pâques, qu'il est notre sanctification, qu'il est tout pour nous. Pour cette édition, le pasteur Azaria Nicolas Guédé a été choisi pour outiller spirituellement les enfants de Dieu. Il a développé le thème « Jésus change l'eau en vin ». J'ai voulu dans mon intervention donner à mes auditeurs de comprendre que le diable n'a pas le monopole. Si pendant une certaine période il assaille les enfants de Dieu, cela n'exclut pas la grande possibilité que Dieu a de faire dans la vie de ses enfants ce qu'il veut faire. Créée en 2013, l'ONG Excellencia
veut surmonter les barrières dénominationnelles dans la promotion de l'excellence au service de Jésus-Christ. Au sein de l'ONG, nous avons des membres de communautés diverses, que ce soit Baptiste Méridional, Baptiste Œuvre Mission, Assemblée de Dieu, His Life Chapel, Vase d'Honneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le simple fait que je vis déjà cela au quotidien et que je sais que l'Église du Seigneur est une et indivisible. Pour les participants qui sont repartis pleinement édifiés, l'initiative de l'ONG Excellencia est à saluer. L'Institut de formation biblique et théologique IFBT présidé par le pasteur Adonis Kessé a organisé le samedi 7 juillet 2017 la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de sa 6e promotion. C'était au sein de l'église La Bénédiction à Adjamé. Reportage. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la cérémonie de graduation de la 6e promotion de l'Institut de formation biblique et théologique IFBT Néhémie. Venus nombreux, les parents, amis et connaissances des étudiants pasteurs ont loué l'Éternel pour la vie et le ministère futur des gradués. Des mots de remerciement à Dieu et aux formateurs. C'est ce qui a aussi meublé le discours de Madame Kra Michel, la présidente de la 6e promotion de l'IFBT baptisée Promotion Vase d'Honneur. Ce jour est un jour spécial, un jour marquant notre engagement et notre obéissance à Dieu pour le restant de nos jours sur la terre des vivants. Ces instants seront à jamais gravés sur la table de l'histoire de notre vie et dans le livre des souvenirs du Seigneur. À ce stade de mon allocution, je voudrais dire un grand merci aux enseignants, avec à la tête Monsieur le directeur de l'Institut, pour leur patience, leur disponibilité et surtout la grande humilité dont ils ont fait preuve durant cette formation. Que Dieu vous bénisse. L'IFBT est un institut de formation biblique et théologique en collaboration avec True Witness Ministries des États-Unis. Il est dirigé par le pasteur Adonis Kessé. Il vise la formation des serviteurs de Dieu en leur donnant la connaissance nécessaire pour le service sacerdotal. Et dans la perspective de l'exercice de leur ministère, les étudiants pasteurs ont été ordonnés avant de recevoir leur diplôme de fin de formation. Pour les étudiants de l'IFBT, cette remise de diplôme marque la fin d'une riche formation nécessaire dans la vie de tout serviteur de Dieu. Vraiment cette cérémonie de graduation, ce que Dieu a permis dans notre vie, que tout l'honneur et la gloire lui reviennent. Pour ce moment qu'il a permis, vraiment j'ai béni le nom du Seigneur aussi pour la vie de l'Institut. Que Dieu bénisse l'Institut, que Dieu bénisse aussi tout le directeur, tout le personnel, tous ces collaborateurs. Dieu te fait grâce de te choisir. Quand il te fait grâce de mettre sa main sur toi, je pense que c'est un privilège qu'il t'a accordé. Et je pense que nous ferons notre possible pour être vraiment à la hauteur de la mission qu'il te fait. Parce que nous voulons bénir l'Institut l'IFBT, nous voulons bénir nos formateurs, nous voulons bénir les directeurs, ces formateurs, pour la connaissance qu'ils nous donnaient pendant 12 mois durant. Les responsables de l'IFBT, avec à leur tête le président de l'Institut, le pasteur Adonis Kessé, entendent poursuivre avec la même qualité de formation biblique et théologique. Il faut dire que nous sommes touchés par cet événement qui vient d'avoir lieu. Il y a eu vraiment de l'affluence. Ça prouve que vraiment les gens ont à cœur plutôt les choses de Dieu et que les choses de Dieu avancent. Mais le souci que nous avons, c'est que nous encourageons les uns les autres, le peuple de Dieu, à venir se faire former. C'est un élément très important, capital, pour pouvoir aider le chrétien.
Au Bénin, un autre temps d'adoration a été initié pour glorifier le nom de l'Éternel Dieu. Ce temps d'adoration initié par le pasteur Philippe Barbosa a réuni un public nombreux et des artistes chantres de prestige. Ils ont répondu massivement à l'appel du Seigneur. Ils, ce sont les chrétiens regroupés dans cette salle du FITEB. Après le succès éclatant des 8 heures d'adoration vécues au palais des congrès de Cotonou, les adorateurs du Dieu Tout-Puissant se sont une fois encore donné rendez-vous pour le même exercice, et ceci pour 4 heures d'horloge. Il y a une soif aujourd'hui du peuple de Dieu à adorer le Seigneur. Ce n'est pas que nous les Béninois ne savons pas adorer Dieu. Nous savons adorer, mais seulement c'est qu'on avait adoré d'autres choses avant. Mais maintenant Dieu est en train de restaurer l'autel d'adoration dans le pays. C'est pourquoi il suscite ces genres d'événements pour que nous puissions venir. Et le peuple répond. Cela nous montre qu'effectivement Dieu nous a parlé et nous sommes vraiment fiers. Fiers d'être un canal par lequel l'Esprit de Dieu se meut dans le peuple, les artistes se sont succédés au podium pour conduire l'assistance à reconnaître la place de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et cet exercice sera désormais la règle chaque début du mois. Le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser chaque premier dimanche du mois, d'organiser dans ce programme. Normalement, ce programme devait être organisé le 2 passé, qui est le premier dimanche, mais nous avions eu un autre programme à Lomé, donc toujours dans le même cadre. C'est pourquoi nous avons mis ceci après les 8 heures au 9. Donc à partir du mois prochain, c'est chaque premier dimanche. Et par la grâce du Seigneur, si Dieu permet, ce sera toujours ici dans cette salle de FITEB. Face à la puissance du Très-Haut et aux miracles qui se sont opérés durant ces heures d'adoration, participantes et invitées surprises n'ont que des mots de remerciement. J'étais un peu crispée avant de venir, mais là, je suis détendue. Je suis, en tout cas, pour tout regrouper, je ressens la vie renaître en moi. La présence de l'Éternel vraiment s'est fait sentir dans toute la salle. On a senti vraiment une cohésion pendant un long moment d'adoration. Les uns les autres n'étaient pas découragés du programme. Ils étaient là, ils ont tenu la promesse, ils sont là, j'ai resté jusqu'à la fin. Et maintenant, ça continue de chauffer toujours. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'août pour revivre ces moments intenses d'adoration. Une cérémonie de commémoration d'un an du décès du révérend Jean Moké Assémian, le président fondateur de la Mirode, s'est tenu le vendredi 14 juillet 2017 en présence des serviteurs de Dieu, dont le pasteur Sam Monté. En Afrique, à présent, des milliers de Maliens ont protesté samedi contre le référendum constitutionnel voulu par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les manifestants disent craindre le renforcement des pouvoirs présidentiels. Les jours passent, mais la mobilisation ne faiblit pas. Plus déterminés que jamais, ces milliers de Maliens comptaient faire entendre leur voix samedi dans les rues de Bamako contre le changement de la Constitution annoncé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la révision constitutionnelle. Nous voulons que l'État libère le nord du Mali, que l'État libère le centre du Mali, que l'État prenne en compte les vraies aspirations de ces pays. C'est au prix du sang qu'on a eu cette démocratie. Donc si on met tout en péril, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc vraiment, s'il ne recule pas, en tout cas, on ne va pas tout dire ici, mais on va continuer quand même. L'opposition, elle, dénonce ce dialogue de sourds entre le gouvernement et les citoyens. Ceux qui sont ici aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du Mali, pas à l'appel de l'opposition, pas à l'appel d'une quelconque personne. C'est le Mali qui est là aujourd'hui. Et ce qu'ils disent doit être entendu. Mais du côté du pouvoir, on continue de défendre le projet. J'en ris un peu parce que je ne trouve pas dans la Constitution une seule disposition qui confère un pouvoir extraordinaire à un président de la République. Je n'en vois pas. Le référendum sur la révision de la Constitution, qui était initialement prévu début juillet, a été reporté à une date ultérieure.
Mais le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé qu'il n'avait aucune intention d'abandonner son projet de réforme constitutionnelle. Au Sénégal, suite au week-end mouvementé causé par des pertes en vies humaines, au stade de Dakar, les autorités sénégalaises voudraient limiter et suspendre dimanche toutes les activités sportives ou culturelles. Les activités sportives et culturelles suspendues à Dakar après le drame survenu samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Les manifestations ne devraient reprendre qu'après la campagne pour les législatives en cours dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Samedi soir, dans un mouvement de foule à la suite des chauffourées, 8 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées. Seydou Gueye a précisé qu'une information judiciaire sera ouverte pour faire la lumière sur ce drame. C'est vraiment dommage, c'est un genre de finale comme ça qu'on l'amène ici dans un tel stade où il n'y a pas assez de sécurité. Une finale, ça se prépare, c'est pas comme ça que après qu'est-ce que vous allez dire aux victimes? Que voilà, le stade s'était rempli du genre, non. Le Sénégal a déjà été critiqué cette année pour ses antécédents en matière de sécurité lors de grands événements, notamment après la mort de dizaines de personnes lors d'une manifestation religieuse en avril. Près de 2 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection des députés et des conseils locaux. Et comme lors de la campagne électorale, l'affluence devant les bureaux de vote reste timide. Ils sont un peu plus de 2 millions d'électeurs attendus dans les bureaux de vote pour élire leurs députés au Congo-Brazzaville. 151 élus siégeront à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections. Il s'agit là des premières législatives depuis le changement de la Constitution en octobre 2015. Et pour l'occasion, une mission de l'Union africaine est sur place pour s'assurer que tout se passe dans le calme. Pour ce scrutin, l'opposition congolaise avance en rang dispersé. Même si la majorité des partis d'opposition participent, d'autres plateformes comme l'IDC Frocade ont appelé au boycott des élections. Cependant, certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. C'est le cas dans la région du Poul, au sud du pays. Depuis plus d'1 an, des milliers de Congolais font les frais d'un conflit armé, opposant l'armée du pays à des miliciens du pasteur Ntoumi. Très peu d'informations sont accessibles sur la région, mais des dizaines de milliers de civils ont dû fuir leur village et des ONG ont plusieurs fois dénoncé la crise humanitaire qui s'y déroule. Toujours en Afrique, cette fois au Kenya, le 8 août, les électeurs kenyans sont appelés aux urnes pour des élections générales dans un contexte tendu. Alors que des violences ont procédé à des degrés divers, chaque élection kenyane, depuis l'introduction du multipartisme, il y a 25 ans, ont lieu. Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laikipia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leurs terres pour voler leur bétail et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kényan, c'est l'œuvre de simples bandits, mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leur bétail, mais pour leur chef de guerre, leur roi ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 Ilchamus ont dû fuir après des raids de la tribu Pokot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Ilchamus et Pokot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants, comme ça, sans aucune pitié. Si les Pokot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée.
3 de leurs chefs locaux ont été tués ces derniers mois. À l'international, à présent, Emmanuel Macron et Donald Trump ont célébré lors du défilé du 14 juillet le 100e anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la guerre. C'était à l'occasion de l'indépendance de la France. 10h ce matin autour de l'Arc de Triomphe, c'est sur un commande-car et aux côtés du chef d'état-major des armées qu'Emmanuel Macron ouvre le défilé du 14 juillet. La traditionnelle descente des Champs-Élysées peut commencer. Le président français est précédé des cavaliers de la garde républicaine et entouré de motards de la gendarmerie. Tout au long du parcours, Emmanuel Macron salue la foule venue en nombre pour célébrer la fête nationale. Le protocole est millimétré. Le défilé se poursuit jusqu'à la place de la Concorde devant la tribune présidentielle. Emmanuel Macron salue ensuite les chefs d'état-major des armées. Le drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde lui est présenté. Après l'hymne national, le chef de l'État peut rejoindre la tribune présidentielle où l'attend son invité d'honneur, le président américain Donald Trump. Dans les airs, la patrouille de France ouvre le défilé aérien, laissant un nuage bleu-blanc-rouge s'élever au-dessus de l'Arc de Triomphe. Les F-16 américains suivent et offrent un spectacle grandiose sous les applaudissements du président de la République. Au sol, c'est un détachement américain qui ouvre le défilé à pied. Parmi les militaires, 5 ont revêtu l'uniforme des Samis, les soldats de l'oncle Sam de la Première Guerre mondiale. C'est ensuite au tour des différentes écoles militaires, puis aux hommes de la Légion étrangère d'arriver sur la place de la Concorde. Sous les yeux des 2 dirigeants, c'est avant tout l'histoire qui défile. L'histoire d'une amitié franco-américaine, comme l'a rappelé Emmanuel Macron à la fin des célébrations, saluant l'entrée en guerre des États-Unis il y a tout juste 100 ans. Un des temps forts du défilé, la musique du groupe Daft Punk, revisitée par la garde républicaine. Une prestation étonnante qui a visiblement plu à Emmanuel Macron. Des centaines de milliers de Turcs ont commémoré dans la nuit du samedi à dimanche l'anniversaire de la tentative de putsch contre le président Erdogan qui a déclaré vouloir arracher la tête des auteurs du coup d'État. Décrypter ces commémorations, direction Istanbul, où l'on retrouve notre correspondante Fatma Kilziboar. Fatma, bonjour. Le président turc a donc voulu frapper fort et marquer les esprits avec ces commémorations. Absolument. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que le 15 juillet en Turquie est désormais devenu un jour férié. En fait, c'est le jour où l'on fête désormais la démocratie et l'union nationale. Et ce qu'on peut dire, après ce qu'on a vu notamment hier, mais également tout au long de la semaine, il faut rappeler que ces commémorations ont duré une semaine. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on ne peut désormais plus vraiment parler d'union nationale en Turquie. Les rassemblements qui se sont tenus notamment hier à Istanbul et Ankara, les différents discours qui ont été prononcés par Recep Tayyip Erdogan, donc le président, il a systématiquement pris pour cible l'opposition. Et effectivement, ça donne peut-être une idée de ce qui attend la Turquie dans les prochains mois. Une Turquie qui est désormais totalement divisée, avec une société donc partagée entre les partisans de ce pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan et les membres de l'opposition qui ont toutefois toujours du mal à se faire entendre. Ça, c'est la première chose. Et puis vous l'avez dit, le président turc Erdogan hier a défendu la mise en place, l'instauration de l'état d'urgence en Turquie. Depuis près d'un an ici en Turquie, il a promis, je cite, vous l'avez dit, d'arracher la tête des traîtres. Effectivement, ça c'est le signe, c'est un autre signe, c'est celui des purges qui vont très probablement se poursuivre en Turquie, avec déjà un bilan qui dépasse les 100 000 personnes qui ont été limogées et plus de 50 000 personnes également qui sont toujours emprisonnées dans l'attente de la mise en place d'un procès qui va durer encore des processus, des process qui vont encore durer sans doute plusieurs mois ici en Turquie. Fatma, Recep Tayyip Erdogan a aussi clamé, on l'a entendu haut et fort, sa volonté de rétablir la peine de mort. Est-ce que le risque existe qu'elle fasse vraiment son retour en Turquie ?
Alors, c'est pas la première fois en fait que le président turc fait ce type de déclaration. Je dirais depuis justement cette tentative de coup d'État, c'est un discours qui revient assez régulièrement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça reste pour le moment de l'ordre de la promesse. Je dirais dans la mesure où rien de concret n'a été fait. Et on sait que c'est un processus qui est extrêmement difficile. Il faudrait d'abord pour cela que la Turquie puisse modifier sa constitution. Or, on sait que la Turquie a vécu un référendum le 16 avril dernier qui, justement, prévoyait un changement de la constitution. Et on a vu que les résultats étaient assez serrés, assez difficiles, à 51% pour le oui. Donc, effectivement, organiser un nouveau référendum et faire passer cette proposition, c'est sans doute quelque chose qui semble pour le moment assez difficile, en tout cas pour le pouvoir, pour le Parti de la justice et du développement. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que rétablir la peine de mort en Turquie, ça signifierait également des engagements, des désengagements plutôt même je vous dirais, et notamment ça signifierait la sortie de la Turquie du Conseil de l'Europe. Ce sont des processus qui sont extrêmement difficiles, extrêmement longs, et ce qu'on peut dire, c'est que ça signifierait également la sortie, en tout cas ça signifierait pour la Turquie de ne plus être membre à l'adhésion, donc de tirer un trait sur une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Donc, un processus qui est extrêmement lent, extrêmement lourd et qui demanderait également beaucoup de négociations ici au sein même de la société en Turquie. Donc je dirais une fois de plus que ça reste pour le moment de l'ordre de la promesse électorale. Terminons ce journal avec un mot de sport. Des échauffourées ont éclaté entre spectateurs venus soutenir les deux équipes locales qui s'affrontaient lors de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Samedi soir, 8 personnes sont mortes et plus de 60 ont été blessées. Au moins 8 morts et une soixantaine de blessés à la suite d'un mouvement de foule au Sénégal. Ce samedi soir, des affrontements entre supporters ont éclaté dans le stade Demba Diop à Dakar où se déroulait la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Les victimes ont été évacuées en direction des hôpitaux de la capitale. Des jets de pierre de la part de supporters pendant les prolongations et l'utilisation de gaz lacrymogène par la police auraient provoqué le mouvement de panique dans lequel des dizaines de personnes ont été écrasées. Une partie du mur soutenant les gradins se serait effondrée sur les spectateurs. D'importants moyens de secours ont été déployés autour de l'enceinte sportive jusque tard dans la nuit. Le ministre des Sports a promis des mesures fortes pour éviter qu'un événement similaire ne puisse se reproduire. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.